Le cinéma parlant, l'émission sur un cinéma qui vous parle et dont on parle, présentée par Lynn Toubiana, 2 mardis par mois de 21h05 à 22h sur Judaïque FM. Bonsoir chers auditeurs, cette émission de cinéma parlant est placée tout entière sous le signe de la comédie, déclinée sur tous les tons, avec tout d'abord le film La vérité si je mens, les débuts, 4e opus de la saga culte, réalisé par Michel Muntz et Gérard Bitton, qui sont tous les deux à mes côtés dans les studios de Radio Judaïque FM. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Aline. Il sera aussi question de 4 autres comédies actuellement sur les écrans, et comme dans la plupart de ces comédies, il y a aussi pas mal de nostalgie. Alors je vais vous dire les comédies: Un jour de pluie à New York de Woody Allen, J'irai où tu iras de Géraldine Nakache, Alice et le maire de Nicolas Pariser et Chambre 212 de Christophe Honoré. Alors de la nostalgie, il y aura aussi dans un documentaire que je conseillerai à la fin de l'émission, Le regard de Charles de Marc Di Domenico, qui a réalisé le montage de films d'archives de Charles Aznavour, et tourné par Charles Aznavour lui-même de 1950 à 1982. Alors, il y a là dans les années 1980. Voilà, vous avez reconnu la musique de Fame, la musique du film qui date de 1980, je crois, ce film. Eh bien, nous sommes dans les années 80, plus précisément en 1984, 83, avec le film de Michel Muntz et Gérard Bitton, La vérité si je mens, les débuts. Alors, on y retrouve la bande des 4, Patrick, Dove, Yvan et Serge. Ils ont entre 18 et 20 ans. Oui, c'est ça. Voilà, et on assiste à leur premier déboire sentimentaux, professionnels, scolaires. On va d'abord écouter la bande-annonce. Sergio, à gauche, elle arrête pas de te mater là. Excuse-moi, tu serais pas Serge Benamou? Ça va pas changer. La vérité, mademoiselle, il changera jamais. La vérité. Hey, la vérité. Ah, la vérité si je mens. Histoire, géographie, élève sérieux. Le bonheur que tu donnes à tes parents, mon fils. Bon, c'est pas facile, mais je m'accroche. Il y a F à philosophie. Mais bien sûr qu'il y a un F, c'est du grec. Patrick. La caisse de ton magasin, c'est pas ton argent de poche. T'inquiète pas, je remets tout demain. Je te donne ma parole que c'est la dernière fois. Je bosse comme un malade maintenant. C'est pour ça que t'es encore en pyjama à 12h20. Oui. La femme, elle veut te parler. Allô? J'ai envie de quoi? Bien sûr, à la Finkelstein. Putain, mais y'a que moi qui bosse ici. Il y a une cliente qui veut pas payer ses pénalités de retard. Elle est où ta cheveux? Je vais te montrer, moi, comment ça marche. Elle a 10 jours de retard. Et alors, tu travailles à la poste? Attends, je crois pas, c'est ta caisse, ça! Bah ouais, quoi, je suis un patron, faut bien que ça se voit. Prendre un appartement, mais pourquoi? T'as rencontré quelqu'un, c'est ça? Je te le dis tout de suite, c'est pas la peine de compter sur nous. Je financerai pas un bésodrome pour mon fils. Ouh, Dave! Elle est bonne, sa mère. C'est pas sa mère. Ah bon? Il est pas là, Benamou? Mon pauvre garçon, vous auriez dû demander une dispense pour raison médicale. J'aurais tellement voulu aller à la fac. Il vous manque combien de points? On traque? À l'amitié. À la famille. Oh là, mais comment je l'ai niqué! Je l'ai retourné comme une crêpe. Je serai un peu plus à pleurer sa mère. J'ai même cru qu'elle allait me filer la mention. Ah! Voilà, donc une bande-annonce, une bonne bande-annonce qui donne envie de voir le film. Alors, je vais d'abord m'adresser à Gérard Bitton. D'où vous est venue, à tous les deux, je pense, cette idée de revenir au début de cette saga des vérités si je mens?
Eh bien, on adore nos personnages. On s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à les adorer. Et on avait vraiment le désir de les lancer dans une nouvelle aventure. Mais on voulait un peu se renouveler, pas rentrer dans une espèce de routine, faire un 4 à la suite, quelque chose un peu attendu, ordinaire. Et avec les producteurs, on s'est concerté. On a eu l'idée de faire ce qu'on appelle un préquel, c'est-à-dire de reprendre les personnages avant le premier épisode. Et ça a été effectivement une véritable aventure, surtout lorsqu'on s'est trouvé devant l'épreuve du casting. Oui, très certainement, on va en parler de ce casting. Mais alors, est-ce qu'il y a aussi un peu de nostalgie dans cette volonté de revenir comme ça à la jeunesse de ces personnages ? Il y a réellement de la nostalgie, puisque c'est l'époque où nous avons rencontré les gens qui nous ont inspiré ces personnages. Moi, je me souviens, j'étais arrivé à Paris. Je dis souvent que, étant ashkénaze, j'ai été élevé dans le judaïsme du malheur, et en découvrant la communauté séfarade parisienne, qui est très particulière par rapport à la communauté de province plus cachée, qui avait pris les codes des ashkénazes, si on peut dire, cette communauté extravertie qui fréquentait des restaurants avec beaucoup de bagou et beaucoup de joie, j'ai découvert le judaïsme du bonheur. Et ce judaïsme-là, cette communauté joyeuse et très inventive dans son mode de vie, dans son langage. On a eu envie, Gérard et moi, de la raconter en film. On était les seuls à y croire. Même eux nous disaient, mais on n'est pas des héros de cinéma. Et nous, on voyait un film de Scorsese sans les armes. Et donc, ces années-là, on a eu envie de les retrouver. Donc, c'est réellement un film nostalgique de choses qui nous sont arrivées, de choses très personnelles. Je pourrais même révéler un petit scoop, c'est que dans le film, Serge Benamou passe son bac et Gérard Bitton l'a passé de la même manière. Ah oui. Oui, donc. Bon, alors c'est une collaboration de deux réalisateurs, un ashkénaze, un séfarade. Mixte, non, je crois. Oui. Mixte. Oui. Il a de l'ashkénaze. C'est le séfarade le plus ashkénaze que je connaisse. Et vous, vous êtes l'ashkénaze le plus séfarade. Oui, c'est ça, oui. Alors donc, vous étiez tous les deux coproducteurs et scénaristes dans les 3 premiers films de La Vérité si je mens, et vous êtes passés à la réalisation. Alors, comment vous avez eu envie de passer justement de l'écriture du scénario et de la production à la réalisation ? Eh bien, vous savez, quand vous êtes scénariste, c'est un peu comme si vous alliez vous levez tôt le matin pour aller faire les courses, vous faites le marché, vous rentrez dans la cuisine, vous épluchez les légumes, vous faites la tambouille et au moment de passer à table, vous restez dans la cuisine. Donc nous, on avait envie de passer à table et de profiter effectivement de notre travail et d'aller jusqu'au bout. Si vous aimez vraiment le scénario, la seule façon d'avoir le pouvoir sur le scénario, c'est de devenir réalisateur. Ça nous a paru naturel. On l'a fait. On avait donc réalisé 3 films auparavant, enfin avant celui-ci. Et quand il s'est agi d'écrire un préquel, donc une variation différente de ce qui s'était passé sur Les Vérités si je mens, ça nous a paru naturel par le fait que, comme je le disais, ce sont des épisodes très intimes de notre vie, très personnels, des souvenirs, des choses qui nous ont marqués. On a eu envie d'aller jusqu'au bout. Alors, vous parliez, Gérard Bitton, de la cuisine. Mais il y a beaucoup de folklore culinaire quand même dans ce film. La praïla, donc le plus succulent des plats, la tfina, la gnaouia, la slata meshuya. Enfin, tout ça, c'est savoureux, hein. Dans la bouche des acteurs, mais aussi dans la réalité. Moi, dans la réalité, c'était assez drôle parce que l'acteur principal qui joue le Patrick et qui doit manger ses plats était soumis à un très rude régime parce qu'il était un petit peu plus gros au début, on lui avait demandé de maigrir, ce qui fait que lorsqu'il tournait les scènes en face de ses plats, il se vengeait et il se bafferait au maximum, il en profitait. Oui, il n'hésitait pas à nous demander de la refaire, la prise. Ah oui, carrément. Pour pouvoir y retourner. Alors donc, vous êtes, avec ce 4e opus, là, de La Vérité si je mens, vous êtes parti de zéro avec d'autres acteurs, des jeunes acteurs. Alors, comment les avez-vous choisis ? Alors, je pense que le casting a dû être très difficile parce qu'il fallait trouver d'abord des personnages ressemblant au précédent. Oui, on pouvait pas prendre de grands blonds, hein. C'est sûr qu'il fallait qu'ils aient quand même quelque chose un rapport physique. Ça a été très très difficile. Le casting a duré 1 an. On a fait venir de très très nombreux jeunes gens. On voulait pas de clones, on voulait pas d'imitateurs.
comme on en a vu beaucoup. On voulait surtout des gens qui aient beaucoup de talent, et puis il fallait du talent et du culot pour une telle entreprise, pour un jeune acteur sans grande expérience. On les a fait venir à de multiples reprises pour jouer les uns avec les autres, etc. On a fait une sélection rigoureuse, et puis voilà qu'on en avait que 3. Et il nous manquait le 4e, et tant qu'on n'avait pas le 4e, il était impossible de tourner. Et puis finalement, la date approchait à laquelle on allait perdre le film, on commençait à perdre les décors, on perdait l'équipe, on perdait tout, et on n'avait pas le dernier, qui était Patrick. Et la dernière semaine, quelques jours avant la date fatidique, s'est présenté Johan Manca, qui nous a immédiatement séduits et qui nous a sauvés comme un miracle. Alors, cet acteur, donc Johan Manca, il a très curieusement la voix de Gilbert Melki. Et c'est très impressionnant. On s'en est aperçu au milieu du tournage. On s'est dit mais c'est incroyable comme. Alors les deux qui nous ont marqué là-dessus, c'était Johan qui. Alors il avait Gilbert en plus lui en face puisque Gilbert Melki joue son père, donc il était un peu sous surveillance. Alors je pense que c'était éprouvant pour tous les deux. Je pense que pour Johan c'était éprouvant d'avoir Gilbert en face, et pour Gilbert ça a dû être troublant d'avoir son clone, enfin celui qui joue lui et qui joue en même temps son fils. Donc c'était particulier. Et l'autre qui nous a impressionné aussi, c'était Anton Chassard, qui joue Serge Benamou et qui est belge et vraiment qui nous a fait des essais au début avec son petit accent belge. Et on est très fiers d'avoir fait de ce Belge un juif tunisien. Alors, en plus, ils doivent tous les 4 s'inscrire dans une sorte de filiation, et ça devait pas être évident pour ces acteurs. Surtout que ce sont des acteurs qui étaient très très jeunes lors de la sortie du premier. L'un d'eux avait simplement 1 an, l'autre 2 ans, etc. Mais ils ont été bercés par ces films toute leur jeunesse, et puis ils les ont vus de multiples fois. Leurs parents les ont vus, etc. Donc ils connaissaient très très bien les personnages, et c'était effectivement tout à fait angoissant au début pour eux. Mais il y a une petite nuance, c'est que les personnages qu'on leur a demandé de jouer sont à la fois les mêmes, mais un peu différents, puisque ils ne sont pas encore devenus ce qu'ils seront ou ce qu'ils ont été dans les épisodes que nous connaissons. Donc ils avaient une petite marge quand même. Ça devait être angoissant, mais aussi jubilatoire, parce que c'est formidable d'incarner des personnages qu'on a adorés. Alors pour eux, ils avaient cette impression, toute proportion gardée, d'incarner Astérix, Obélix, ou enfin des personnages. Mais surtout, ils avaient l'impression de jouer dans un film qui se passerait sous Louis XIV, parce que tout leur échappait. Enfin, les costumes, ils n'étaient pas nés à cette époque-là. Nous, on a soigneusement fait attention justement à recréer cette époque qu'on connaissait. Eux, ils découvraient les téléphones à cadran avec l'écouteur derrière, dont ils savaient pas à quoi ça servait. Ils découvraient tous les objets, les vêtements, les costumes, surtout, et les perruques, les maquillages. Donc c'était une sorte de film historique pour eux. Oui. C'était assez drôle. Alors, on va dire leur nom aux 4 acteurs. Donc, Johan Manca qui joue le rôle de Patrick Abitbol. Patrick Abitbol qui va à l'armée, qui se fait plaquer par sa copine. Enfin, que d'échecs et que de déboires. Ensuite, Michael Lumière qui joue le rôle de Dove, qui sort avec Madame Finkelstein, oui. La femme de son patron. La femme du dernier Ashkénaze du Sentier. Oui. Et donc qui est vendeur dans le Sentier. Alors moi j'ai eu quand même, est-ce que c'était voulu? J'ai trouvé qu'il y avait un petit clin d'œil avec le film Le Lauréat, non? Oui, absolument. Un gros clin d'œil. Un gros clin d'œil. Oui. Un hommage. Ah oui, un hommage au lauréat. Et puis aussi un autre clin d'œil pour Anton Chassard, en fait. Chassard, il nous demande de prononcer. Oui. C'est un nom hongrois. Qui joue le rôle de Serge Benamou et qui pour que ses parents ne soient pas prévenus de ses notes, etc., dit mes parents sont morts. Ça rappelle Truffaut quand même, et les 400 coups. Oui. Mais même dans La Vérité 1, c'est ce que déclare Eddie quand on lui demande si c'est des nouvelles de ses parents. Il dit déjà mes parents sont morts. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, enfin, on va pas révéler tout le film à nos auditeurs, mais c'est la réaction des parents ensuite, quand ils apprennent cela. Qu'ils ont été morts. Voilà.
Et Jérémy Lévin, qui joue le rôle de Yvan. Et Yvan qui galère dans son vidéoclub et qui était joué surtout par Bruno Solo. Oui, c'est je ça. crois, Oui. Voilà. Qui ressemble, c'est celui qui ressemble le moins à son modèle, si on peut dire, physiquement. Mais ça nous a paru intéressant. C'était l'acteur qui nous a vraiment le plus séduit dans ce rôle-là. Oui, et puis c'est peut-être le plus émouvant parmi les quatre là. C'est peut-être le moins drôle parce qu'il souffre de sa précarité professionnelle et puis de son duo d'enfer avec son ami. Alors il y a d'autres acteurs, donc Audrey Dana qui joue le rôle de Madame Finkelstein, qui est vraiment excellente, et François Berléand, donc qui joue le rôle du patron Ashkenaz. Voilà. Alors donc ce sont tous ces personnages cultes, rajeunis, rafraîchis, et là on les voit aux prises avec leurs problèmes professionnels, amoureux, etc. Et on a l'impression que c'est aussi un film, une comédie d'apprentissage, ce film. C'est exactement ça. C'est le passage à l'âge adulte. C'est vraiment un film initiatique pour nous. Et puis c'est l'occasion pour nous de faire venir les parents, parce que c'est un film familial. On voit comment exister face à ses parents au moment où vos parents attendent énormément de vous. Et c'est le problème de Dov qui protège sa mère. Son père est mort et sa mère vit seule. Il vit avec sa sœur qui, elle, a brillamment réussi, mais comme à l'époque, dans les familles juives, on s'en fichait un peu qu'elle réussisse. Oui. En plus, elle est religieuse. et Patrick, lui, qui a un père qui est incarné par Gilbert Melki, extrêmement autoritaire et dur. Et ça nous a paru aussi intéressant d'avoir cette figure familiale parce je crois, on comprend que c'est très difficile pour Patrick de mériter l'estime de son père. Et donc, il faudra qu'il fasse preuve d'une grande inventivité. Et ce qu'on comprendra ensuite dans les prochains. Et son épouse, qui est une découverte quand même. Oui, qui est formidable. Carina Marimont, qui joue la femme de Gilbert. Qui est formidable aussi. Qui nous a impressionnés, oui. Là, donc, on retrouve le comique des autres Vérité si je mens, mais je crois que l'originalité de ce film, de ce 4e opus, réside dans cette comédie d'apprentissage et d'initiation, comme vous le dites. Et ça, je trouve que du coup, ça a un caractère un peu universel, bien que ça se situe dans le Sentier, dans le quartier du Sentier. Alors, parlons du Sentier, justement. C'est un quartier qui a beaucoup changé. Vous n'avez pas tourné dans le Sentier? Non, on pouvait pas. On a figuré le Sentier, mais c'était dans un autre lieu. Effectivement, il a trop changé par rapport à ces années-là. On a tourné un peu, non? On a tourné une ou deux scènes. En fait, il a changé par ses habitants, parce que il est devenu asiatique, plus que... Il n'y a plus d'Ashkénazes. Il n'y a plus d'Ashkénazes. Il y a très peu de séfarades. Mais les lieux sont quand même les mêmes. Bien sûr. Les devantures des boutiques. Oui, voilà, on a remis des devantures, mais les ateliers n'ont pas beaucoup évolué. On peut pas dire que c'est un quartier qui s'est énormément modernisé. Donc, il y a beaucoup de start-up maintenant, beaucoup. Oui. Mais quand on rentre dans le Sentier, on s'en est rendu compte là, on est retourné il y a 2-3 jours pour la promotion et on retrouvait le même quartier. Moi, j'ai eu l'impression de revoir le même quartier avec les mêmes têtes même que je retrouvais. Finalement, c'est un quartier qui perdure. Alors, il y a 4 personnages qui sont juifs, tous les 4. Alors, dans ce film, on ne voit pas du tout aucune allusion à un antisémitisme. Pourtant, il y a des bagarres à l'armée ou des insultes antisémites pourraient fuser, et c'est pas le cas. Alors, pourquoi avez-vous gommé complètement cela? Il y a un problème de classe plus, quoi. Il y a un problème effectivement il y a une amitié qui se noue entre un jeune aristocrate et Patrick, et en même temps, Patrick est rejeté par des jeunes gens de la grande bourgeoisie. Oui, c'est plus une question de lutte de classe que de racisme ou d'antisémitisme. Absolument. Oui. Non, moi j'ai le souvenir que, je crois que le racisme, s'il y avait antisémitisme à cette époque-là, il concernait plus il concernait plus les Ashkénazes, c'est-à-dire que une histoire qui était pour les antisémites ressassée et qui les irritait avec des stéréotypes qu'on connaissait. Voilà. J'ai l'impression que ce qui était plus frappant avec les séfarades, c'est qu'ils étaient c'était des gens à part pour les
français, la grande bourgeoisie française. Et c'était plus des gens qui avaient des codes différents, qu'on trouvait vulgaires, qu'on trouvait trop exubérants avec leurs gourmettes. C'était plus ces codes-là qui étaient stigmatisés. Et ce code de l'argent, l'argent qui est un motif antisémite, où on relie les juifs à l'argent. Là, c'est pas le cas puisqu'ils sont en devenir. Ils veulent réussir professionnellement, mais il n'y a pas cette obsession de vouloir gagner de l'argent. Non, mais même dans les autres épisodes, l'argent circule toujours dans le sens de la générosité et jamais de la cupidité. Toujours. Mais ça c'est notre souci, mais même par rapport à l'histoire, je crois que ce que la vérité Sigement et notamment la communauté séfarade en France a apporté à la France, c'est un côté décomplexé par rapport à l'argent. Je crois que ça date de cette époque-là, des années 80, fin des années 80, où d'un seul coup, ce qui était censé être vulgaire parce qu'on était dans un pays où l'argent on ne le montre pas, on s'est mis à le montrer. Il y avait une sorte d'influence américaine avec les années Reagan, mais aussi de cette communauté qui jouait que l'argent devenait un jeu. Et je pense que c'est parti de cette époque. Oui, parce qu'on a rencontré de nombreuses personnes qui avaient des réussites flamboyantes dans le sentier, et leur plus grand plaisir, c'était une partie de cartes avec les copains, quoi. Et l'argent, c'était vraiment secondaire, quoi. On a l'impression quand même, en voyant le film, d'une époque un peu bénie par rapport justement à ces relations humaines, ou même par rapport aux Français, enfin les relations entre les Juifs orientaux, ashkénazes et les Français. On a l'impression que c'est plutôt. On montre le petit accent un peu péjoratif de Max Finkelstein vis-à-vis de ces séfarades qui débarquent et qu'ils ne trouvent pas de la même culture que lui. Il y avait ça. C'est Schwarzenegger, oui. Et dont il moque l'humour en plus. Oui, dont il dit qu'ils n'ont aucun humour. Mais par exemple, ça c'est un souvenir. Ça c'est toujours de l'humour. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je me souviens moi. J'ai grandi à Grenoble dans une communauté qui était de moins en moins ashkénaze, et un jour est venu un comique de l'époque qui s'appelait Rochman, qui était Lionel Rochman. Oui, il est venu faire un spectacle, et j'ai vu une partie de la salle ne pas rire, qui était la partie donc les séfarades qui ne comprenaient pas cet humour. C'était un humour qui leur échappait, et l'autre moitié de la salle ashkénaze qui riait à gorge déployée. Et je me suis rendu compte effectivement que là il y avait une culture qui apparaissait qui n'était pas tout à fait la même. Alors c'est vrai qu'il y a un comique, il y a beaucoup d'humoristes ashkénazes et d'humoristes séfarades, Michel Boujna, Popek, voilà. Je sais pas si le public se mélange pour aller les voir, mais peut-être maintenant. Aujourd'hui, on peut dire que le comique ashkénaze, il existe de moins en moins. Oui, peut-être qu'il y a encore Woody Allen qui chaque année nous en apporte. Là, c'est plus Gad Elmaleh. Mais oui, maintenant c'est les séfarades qui ont. Alors, Michel Munz, vous avez écrit la musique de ce film. Oui. Alors, vous avez plusieurs cordes à votre arc. C'était ma première. Il joue dans le film. Oui, je joue un petit rôle de concierge d'hôtel. Mais peut-être qu'on va faire une série à partir de ce concierge d'hôtel. J'ai fait la musique parce que c'était mon premier métier, en fait. Et je suis arrivé à Paris pour faire de la musique, et je suis ravi parce que j'ai pu convaincre les deux réalisateurs de me prendre comme compositeur pour le film. C'est parfait. Alors, je suis toujours intriguée quand je me trouve devant deux metteurs en scène qui travaillent ensemble. Comment vous travaillez? Est-ce que vous partagez un peu les choses, par exemple pour la direction d'acteurs, ou vous travaillez vraiment de concert? De concert, mais on a trouvé une méthode pour pas se marcher sur les pieds, pour pas semer la confusion dans l'équipe. Il se trouve que chacun d'entre nous va devenir un jour le premier assistant de l'autre. L'autre, qui est le metteur en scène, a toute la liberté de diriger les comédiens, de placer sa caméra, etc. Et celui qui est ce jour-là le premier assistant de l'autre a interdiction de parler à qui que ce soit dans l'équipe, et ne s'adresse qu'à lui pour lui demander éventuellement quelques petites modifications, quelques inflexions. Et le lendemain, c'est l'inverse. Donc les acteurs arrivent sur le plateau, ils disent aujourd'hui c'est qui? Et c'est ou Gérard ou c'est moi, selon les jours. En tous les cas, une collaboration très très fructueuse et très sympathique, puisque là nous avons un film vraiment réjouissant
pour que nous conseillons à nos auditeurs. Voilà, c'est un film pétillant qui a un parfum un peu de diabolomante, comme dans le film de Diane Curis, mais aussi de bourra. Oui. Voilà, alors donc à consommer sans modération, bien sûr. En tous les cas, allez voir ce film, La vérité si je mens, les débuts. Le 16 octobre. Le 16 octobre. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci à vous.